Le prototype arriva sur les terrains d'essai de l'armée soviétique à la fin de l'année 1951, enveloppé dans un tissu huilé et accompagné de schémas techniques tracés à l'encre noire avec précision. Les officiers chargés de l'examiner remarquèrent immédiatement qu'il ne s'insérait confortablement dans aucune catégorie existante. Son poids dépassait celui d'un pistolet de service, tout en restant inférieur à celui d'un pistolet mitrailleur. Il disposait d'un sélecteur permettant de passer du coup par coup au tir automatique. Plus surprenant encore, il était doté d'une crosse en bois entièrement amovible, capable de se transformer en étui. Il s'agissait du Stechkin APS, une tentative de répondre à une problématique devenue de plus en plus évidente durant les dernières années du Second conflit mondial. La doctrine militaire soviétique avait évolué rapidement pendant les hostilités. Les équipages de chars, les artilleurs et les conducteurs de véhicules se retrouvaient dans des situations où un pistolet standard offrait une puissance de feu insuffisante, alors qu'un fusil ou un pistolet mitrailleur de taille normale s'avérait trop encombrant dans les espaces restreints d'un véhicule blindé. Le Stechkin fut conçu spécifiquement pour combler ce vide. Il devait être assez compact pour être rangé dans une tourelle de char ou un tracteur d'artillerie, tout en étant capable de fournir un tir soutenu si l'équipage était contraint de débarquer pour assurer sa protection. La crosse en bois n'était pas un simple accessoire, elle était au cœur du fonctionnement de l'équipement. Sans elle, le tir automatique sur une structure de la taille d'un pistolet était presque incontrôlable. Une fois fixé, le Stechkin s'apparentait davantage à une carabine compacte. La cartouche 9,10 mm de Makarov venait d'être standardisée pour les armes de poing soviétiques, remplaçant l'ancienne munition 7,62-25 mm Tokarev. Cette nouvelle cartouche, moins puissante mais plus facile à maîtriser, convenait parfaitement au tir automatique à partir d'un équipement léger. Le chargeur du Stechkin contenait 20 munitions, soit le double de la capacité de la plupart des pistolets de l'époque. La combinaison du sélecteur, du chargeur étendu et de la crosse amovible créait un outil occupant une position unique dans l'arsenal soviétique. Lorsque les officiers procédèrent aux premiers essais de tir, ils constatèrent que le Stechkin se comportait exactement comme les plans le suggéraient. En mode semi-automatique, il fonctionnait comme n'importe quel pistolet de service, fiable, précis aux distances habituelles et facile à porter. Une fois le sélecteur positionné sur automatique et la crosse installée, il se transformait en un instrument de neutralisation à courte portée capable de vider son chargeur en 2 secondes environ. L'ingénierie était solide. La question était de savoir si les forces soviétiques avaient réellement besoin de cette capacité hybride et si les soldats pouvaient être formés pour l'utiliser efficacement dans les conditions chaotiques d'un engagement réel. Si des récits comme celui-ci vous aident à comprendre comment l'ingénierie a discrètement façonné l'histoire, dites-nous dans les commentaires ce qui vous a surpris jusqu'à présent et restez avec nous pour le prochain chapitre. Igor Yevgenievitch Stechkin n'était pas un concepteur d'armement de formation. Il avait étudié le génie mécanique dans un institut technique de Moscou durant les années 1930, se spécialisant dans la fabrication de précision et les machines industrielles. Son entrée dans la conception d'équipements de tir se fit pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque le gouvernement soviétique mobilisa les spécialistes techniques de toutes les industries pour soutenir l'effort national. Stechkin fut affecté à un bureau d'études spécialisé dans les armes de petit calibre, travaillant sous la direction d'ingénieurs expérimentés qui s'efforçaient d'améliorer le matériel soviétique face aux innovations adverses observées sur le terrain. En 1949, bien que les hostilités fussent terminées, les bureaux d'études poursuivirent leurs travaux. L'Union soviétique entrait dans la guerre froide et les planificateurs militaires réévaluaient leurs besoins en matériel en fonction des leçons tirées du conflit passé. Une préoccupation persistante concernait l'équipement des équipages de véhicules et du personnel de soutien. Les pistolets standards, comme le Tokarev TT-33, s'étaient montrés adéquates pour l'autodéfense de base, mais les affrontements rapprochés et chaotiques dans les villes dévastées et les forêts
avait démontré la valeur du tir automatique. Les pistolets mitrailleurs comme le PPSH-41 offraient cette capacité, mais ils étaient trop volumineux pour des personnels dont la tâche principale consistait à manœuvrer un char, conduire un camion ou gérer des équipements radio. L'armée soviétique lança un concours de conception. Le cahier des charges était précis, créer un équipement compact doté d'une capacité de tir automatique, facilement stockable dans des véhicules, tout en fournissant une puissance de feu efficace en situation d'urgence. Plusieurs bureaux d'études soumirent des propositions. Certains ingénieurs tentèrent de réduire la taille de pistolets mitrailleurs existants. D'autres proposèrent des mécanismes de pliage complexes pour des fusils. Stechkin aborda le problème différemment. Il considéra que si l'équipement devait être utilisé par des équipages de véhicules, il serait presque toujours employé avec une forme de soutien, soit appuyé contre le véhicule lui-même, soit utilisé avec une crosse auxiliaire. Cette intuition lui permit d'accepter des forces de recul plus élevées dans la conception de base, en les compensant par la crosse amovible plutôt que par une augmentation du poids de l'objet. La pression subie par Stechkin n'était pas seulement technique, mais aussi professionnelle. Les bureaux d'études soviétiques étaient des environnements compétitifs où l'échec signifiait une réaffectation ou une perte de prestige. D'autres concepteurs possédaient une plus longue expérience et un soutien institutionnel plus important. Stechkin proposait un équipement défiant la logique conventionnelle. Un pistolet avec une cadence de tir cyclique approchant les 750 coups par minute. Beaucoup de ses collègues doutaient de la praticité d'un tel projet. La crosse en bois, servant également d'étui, était particulièrement controversée. Les critiques affirmaient qu'elle serait fragile, que les soldats la perdraient et que cette double fonction compromettrait l'efficacité des deux usages. Stechkin insista sur la viabilité du concept, affirmant que l'ingénierie le soutiendrait et que les tests prouveraient la valeur de sa conception. Le mécanisme de fonctionnement du Stechkin APS repose sur le principe simple de la culasse non calée, blowback, mais l'exécution a nécessité une ingénierie de précision pour gérer les forces impliquées dans le tir automatique. Dans un tel système, le canon est fixé à la carcasse et la culasse n'est pas verrouillée au canon lors du tir. Au déclenchement, la pression des gaz propulse le projectile vers l'avant et pousse simultanément l'étui vers l'arrière contre la face de la culasse. Le projectile étant beaucoup plus léger que la culasse, il accélère rapidement et quitte le canon en une fraction de milliseconde. La culasse commence son mouvement de recul plus lentement en raison de sa masse supérieure. Le timing est crucial. Si la culasse s'ouvre trop vite, avant que le projectile n'ait quitté le canon et que la pression des gaz ne soit retombée à des niveaux sûrs, l'étui peut se rompre, libérant des gaz brûlants dans le mécanisme et risquant d'endommager l'équipement ou de blesser l'utilisateur. Stechkin a résolu ce problème par un calcul minutieux du poids de la culasse, de la tension du ressort et de la longueur du canon. La culasse de l'APS pèse environ 300 grammes, soit nettement plus que les culasses de pistolet classiques. Cette masse supplémentaire retarde l'ouverture de la chambre de quelques millisecondes, un délai suffisant pour que le projectile sorte et que la pression chute. Le ressort de rappel est logé sous le canon, dans une configuration à tige guide. Lorsque la culasse atteint sa position la plus reculée, le ressort est comprimé au maximum. L'extracteur a retiré l'étui vide de la chambre et l'éjecteur l'a expulsé par la fenêtre d'éjection sur le côté droit de la carcasse. Alors que le ressort renvoie la culasse vers l'avant, celle-ci prélève la munition suivante dans le chargeur et l'insère dans la chambre. En mode semi-automatique, le disconnecteur empêche le marteau de s'abattre tant que la détente n'est pas relâchée puis pressée à nouveau. Si le sélecteur est sur automatique, le marteau s'abat immédiatement dès que la culasse revient en position fermée, déclenchant le coup suivant sans intervention supplémentaire. Le mécanisme du sélecteur lui-même est d'une simplicité élégante. Un levier rotatif sur le côté gauche de la carcasse bloque ou autorise physiquement le mouvement du disconnecteur. En position de sécurité, la détente ne peut pas être actionnée. En mode semi-automatique, le disconnecteur fonctionne normalement.
En mode automatique, il est totalement court-circuité. Cette simplicité mécanique rendait l'équipement fiable et réduisait le nombre de composants susceptibles de faillir sur le terrain. Le système de fixation de la crosse en bois utilise un support métallique qui s'enclenche dans des rainures usinées à l'arrière de la poignée. Une fois correctement installée, la crosse offre une connexion rigide qui améliore significativement le contrôle lors du tir automatique. Le poids de la crosse déplace également le centre d'équilibre vers l'arrière, facilitant la stabilité. Lorsqu'elle est retirée, un rembourrage interne lui permet de servir d'étui sans nécessité d'équipement de transport supplémentaire. Pensez-vous que ce choix de conception était inévitable ou s'agissait-il d'un pari risqué à l'époque? Partagez votre avis dans les commentaires et transmettez cette histoire à quelqu'un qui aime comprendre comment les choses fonctionnent réellement. Les essais débutèrent au début de l'année 1952 sur des polygones de tir militaires, aux abords de Moscou. Les tests initiaux se concentrèrent sur la fiabilité mécanique. L'équipement pouvait-il fonctionner de manière continue, sans s'enrayer, et pouvait-il supporter les manipulations rudes attendues en service? Les ingénieurs tirèrent des milliers de munitions avec plusieurs prototypes, documentant les dysfonctionnements, mesurant l'usure des composants critiques et analysant le comportement du ressort de rappel lors d'une utilisation prolongée. Le mécanisme de base se révéla robuste, mais plusieurs problèmes apparurent, nécessitant des ajustements. La première difficulté concernait l'alimentation depuis le chargeur. La capacité de 20 coups signifiait que le ressort du chargeur devait exercer une force considérable pour soulever toute la colonne de munitions. Dans certaines conditions, notamment par grand froid ou lorsque le chargeur était plein, la tension du ressort s'avérait insuffisante pour alimenter de manière fiable les dernières cartouches. L'équipe de Stechkin redessina le ressort avec un espacement variable des spires plus serrés à la base, là où le besoin de force était le plus grand et plus lâche au sommet. Cette modification résolut le problème d'alimentation sans augmenter la longueur totale du chargeur. Le second problème était plus subtil et concernait la précision en tir automatique. Bien que la crosse en bois améliora nettement le contrôle par rapport au tir à main levée, les testeurs remarquèrent que l'équipement avait tendance à se cabrer rapidement lors de rafales soutenues. Cela était en partie inhérent à la conception. Les équipements automatiques légers présentent naturellement un relèvement du canon, mais le phénomène était accentué par l'angle de la poignée et la position du ressort de rappel. L'équipe expérimenta différents angles de poignée pour finalement s'arrêter sur un compromis qui réduisait le relèvement tout en restant confortable pour le tir à une main en mode semi-automatique. Les tests de durabilité révélèrent que certains composants s'usaient plus vite que prévu. L'extracteur, qui retire l'étui vide de la chambre, était initialement fabriqué en acier à outils standard. Après plusieurs milliers de tirs, des fissures apparaissaient sur le crochet au point de contact avec le culot de la cartouche. Le matériau fut remplacé par un alliage plus dur et la géométrie fut légèrement modifiée pour répartir les contraintes plus uniformément. De même, la tige guide du ressort de rappel présentait des marques d'usure à l'endroit où elle entrait en contact avec la carcasse. Cette zone fut renforcée par un insert en acier trempé. Les essais environnementaux exposèrent la crosse en bois à l'humidité, au froid extrême et à la chaleur. La finition initiale du bois s'avéra inadéquate. Les crosses exposées à la pluie commençaient à se déformer, affectant l'alignement avec la poignée. La solution fut d'appliquer un vernis plus résistant et d'ajouter des plaques de renfort métalliques au point de tension. Ces modifications ajoutèrent un peu de poids, mais garantirent que la crosse resterait fonctionnelle même après une exposition prolongée à des conditions rudes. À la fin de 1952, la plupart des problèmes majeurs avaient été résolus et l'adoption de l'équipement fut recommandée pour l'armée soviétique. Le véritable génie du Stechkin APS n'est pas visible dans son mécanisme de fonctionnement ou sa cadence de tir. Il réside dans un choix de conception qui semble presque banal, tant que ses implications ne sont pas pleinement saisies. La crosse en bois qui se transforme en étui.
ce composant unique en révèle plus sur les contraintes et les priorités de l'ingénierie militaire soviétique que n'importe quelle autre caractéristique de l'équipement. Considérez le problème à partir des principes fondamentaux. Un membre d'équipage de véhicule doit porter un équipement, mais l'espace à l'intérieur d'un char ou d'un tracteur d'artillerie est extrêmement limité. Chaque pièce de matériel doit justifier son volume. Un pistolet peut être porté à la ceinture, mais un pistolet mitrailleur nécessite un support de rangement dédié ou doit être tenu en permanence. Si l'équipement nécessite une crosse séparée pour être contrôlable, cette crosse devient un objet de plus à stocker, un composant supplémentaire à surveiller, une pièce qui peut être égarée ou oubliée dans le chaos d'un déploiement. La solution de Stechkin fut de fusionner la crosse et l'étui en un seul objet. Lorsque l'équipement n'est pas utilisé, le pistolet s'insère dans la crosse en bois évidée, laquelle est portée à la ceinture comme n'importe quel étui classique. En cas de besoin immédiat de puissance de feu, le pistolet peut être dégainé et utilisé sans la crosse, comme une arme de poing conventionnelle. Mais si la situation permet quelques secondes de préparation, la crosse peut être fixée, transformant l'ensemble en un outil bien plus performant. Cette conception éliminait le besoin d'un stockage séparé pour la crosse et garantissait que celle-ci était toujours disponible dès que l'équipement était porté. L'implication psychologique est tout aussi importante. Les soldats sont plus enclins à installer et utiliser une crosse si cela ne nécessite pas de chercher dans leur paquetage ou de récupérer un élément dans un compartiment de stockage. L'intégration de la crosse et de l'étui signifiait que cette capacité accrue était toujours à portée de main. Cela supprimait un obstacle potentiel à une utilisation efficace, un détail qui pourrait ne pas paraître évident lors de tests contrôlés, mais qui s'avère crucial dans les conditions réelles d'engagement. Le choix du bois n'était pas seulement traditionnel ou esthétique. Le bois absorbe mieux les vibrations que le métal, ce qui rend la crosse plus confortable contre l'épaule lors du tir automatique. Il peut être façonné de manière ergonomique pour s'adapter au corps humain d'une façon qu'il serait complexe et coûteux de reproduire avec de l'acier embouti. Il ne conduit ni le chaud ni le froid, restant agréable au toucher lors de températures extrêmes. Le poids du bois, loin d'être un désavantage, aide en réalité à stabiliser l'ensemble pendant le tir. Cette intégration de fonctions, stockage et soutien au tir combiné en un seul élément, représente une sophistication de la pensée conceptuelle qui dépasse l'innovation mécanique. Elle reflète la compréhension qu'un équipement n'est efficace que s'il s'intègre parfaitement à la réalité pratique du service militaire. Le Stechkin APS a été conçu pour de vrais soldats dans de vrais véhicules et non pour les conditions idéalisées d'un champ de tir. Le Stechkin APS fut officiellement adopté par l'armée soviétique en 1951 et sa production commença en 1952. Il fut principalement distribué aux équipages d'artillerie, de chars et aux unités d'opérations spéciales. Sa désignation officielle reflétait son rôle hybride. Automatichesky pistolet Stechkina, soit pistolet automatique Stechkin. La production se poursuivit durant les années 1950, mais au début des années 1960, les autorités militaires soviétiques commencèrent à revoir leur doctrine concernant l'armement individuel. La réalité de l'utilisation sur le terrain révéla que la capacité automatique du Stechkin, bien qu'impressionnante sur le plan technique, était difficile à exploiter efficacement. Même avec la crosse fixée, un tir automatique soutenu à partir d'un objet aussi compact exigeait un entraînement considérable pour être maîtrisé. Les munitions étaient consommées rapidement et l'avantage en précision par rapport au mode semi-automatique était marginal, sauf à très courte portée. Pour la plupart des membres d'équipage, formés prioritairement à manœuvrer leur véhicule plutôt qu'à l'engagement d'infanterie, la complexité ajoutée par un sélecteur de tir ne se justifiait pas par des avantages pratiques. Le pistolet Makarov standard, plus simple et plus léger, devint l'équipement préféré pour la majorité des troupes soviétiques.
Cependant, le Stechkin connut une seconde vie au sein des forces spéciales, des unités de police militaire et de certains services de sécurité. Ses utilisateurs disposaient du temps de formation et du besoin tactique, correspondant aux capacités uniques de cet équipement. L'infanterie navale soviétique et les troupes aéroportées appréciaient cette puissance de feu compacte pour les situations de combat rapprochées. Le KGB et d'autres organisations de sécurité distribuèrent le Stechkin au personnel susceptible de répondre à des menaces dans des espaces confinés où un fusil ou un pistolet mitrailleur classique serait inapproprié. Dans ces rôles spécialisés, l'ingénierie de l'objet prouva toute sa valeur. L'héritage du Stechkin APS dépasse son service militaire direct. Il a démontré qu'un pistolet à tir sélectif était mécaniquement réalisable et pouvait être rendu fiable, même si la doctrine tactique pour un tel outil était plus restreinte que prévu initialement. Des équipements ultérieurs, comme le Scorpion tchèque et divers pistolets mitrailleurs développés en Occident, explorèrent des concepts similaires d'équipements automatiques compacts, occupant l'espace entre le pistolet et le pistolet mitrailleur. Le Stechkin a prouvé que ce compromis technique existait en tant que possibilité d'ingénierie, même s'il restait un besoin de niche dans la pratique militaire. La carrière d'Igor Stechkin se poursuivit bien après cet équipement. Il contribua au développement d'autres systèmes et processus de fabrication, bien qu'aucun n'ait atteint la renommée de l'APS. L'objet qui porte son nom reste utilisé de manière limitée encore aujourd'hui, plus de 70 ans après son introduction, témoignant de la solidité fondamentale de sa conception. Sa plus grande contribution n'a pas été de transformer la doctrine militaire, mais de prouver que des solutions d'ingénierie élégantes pouvaient exister pour des problèmes apparemment contradictoires. Comment rendre un pistolet puissant ou comment rendre le tir automatique contrôlable sur une structure compacte? Le Stechkin APS a répondu aux deux questions par une attention minutieuse portée aux mécanismes, aux matériaux et aux facteurs humains de l'utilisation réelle. Si vous appréciez les récits calmes et authentiques sur la façon dont l'ingénierie a façonné le monde, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et dites-nous depuis quel pays vous nous regardez. Souhaitez-vous que je développe davantage les aspects techniques de la balistique de la cartouche 9,18 mm Makarov utilisée dans cet équipement?